Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle séance du Salon du Livre de Montréal. Bonjour aux gens qui nous écoutent de la maison également. Bonjour à tous et toutes. Alors, j'ai le privilège aujourd'hui d'animer cette table ronde qui porte sur un élément très intéressant qui est l'essor du féminisme au Québec, un essor féministe ou un nouvel élan féministe au Québec. Mon nom est Catherine Ferland, je suis historienne, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on a demandé à mes éditeurs si j'étais disponible pour animer cette table ronde-là. Ça me fait très plaisir aujourd'hui. Et je vais commencer en vous présentant tout de suite les trois personnes, les trois autrices qui sont avec moi pour animer cette table ronde. Donc, d'abord, Véronique Maricaille. Véronique Maricaille est une romancière, une dramaturge franco-ontarienne qui a tenté également du livre jeunesse, qui a aussi commis un premier roman en 2015 qui s'est mérité le prix Trillium 2016, c'est bien ça? Je crois que oui. Je m'en souviens plus, mais ça doit être ça. Oui. Donc, ce livre, Marjorie Chalifou. Donc, Marjorie Chalifou qui revient, si on veut, sous la loupe avec un nouvel opus dont on aura l'occasion de se parler, Marjorie Chalifou, donc, qui revient à Montréal. Donc, merci d'être là, Véronique Marie. Ça me fait plaisir. On a également Camille Toffoli, qui est autrice, qui est également libraire, une des libraires fondatrices de la librairie Eugélion ici à Montréal, qui écrit également régulièrement dans plusieurs revues. Je pense, entre autres, Spirale, Nouveau Projet et Lettres québécoises, Liberté également. Donc, vous commencez à être bien connu du milieu féministe au Québec. Ben, oui. Ben, le Guélion, c'est quand même un tremplin vers plusieurs milieux féministes différents. Oui, j'imagine. Formidable. Et vous êtes ici pour nous parler de votre nouvel essai, en fait, un premier essai qui s'intitule Filles corsaires. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler durant la prochaine quarantaine de minutes. Merci d'être là. Merci. Et enfin, on a Anna Babi, qui est une nouvelle venue dans la sphère de la littérature au Québec. Donc, Anna, qui a un parcours plutôt du domaine dans la dramaturgie. En fait, tu es actrice, si je ne me trompe pas. Donc, un premier ouvrage, une première expérience, une première incursion dans le domaine de la littérature avec un recueil de poésie qui s'intitule Vivarium. Donc, on va avoir l'occasion de s'en parler également dans les prochaines minutes. Merci d'être là, Anna. Merci à vous. Alors, étant donné que je suis historienne, moi, je m'intéresse à l'histoire des gens. Donc, on va commencer en abordant un petit peu votre parcours comme autrice, comme femme, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à la littérature, en fait. Qu'est-ce qui vous a intrigué dans ce champ-là et comment c'est devenu finalement votre terrain d'expression dans le cas qui nous occupe. Alors, on va commencer peut-être avec vous, si vous voulez bien, Camille. Oui, il n'y a pas de grande histoire avec un moment, une révélation. Je me suis dit, écrire, c'est ma vocation. J'ai étudié en littérature au cégep, puis à l'université. Donc, c'est un parcours assez standard. Puis ça a toujours comme fait partie de mon champ d'intérêt. Je n'aurais pas de moment comme charnière, mais l'écriture essayistique, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé avec le militantisme. Donc, depuis je sais pas, j'ai 17 ans, oui, que j'ai commencé à m'impliquer dans des milieux anticapitalistes. Puis c'est à ce moment-là, puis entre autres pendant la grève de 2012, où c'était un moment d'effervescence militante. À l'époque, j'étais au bac en littérature à l'UQAM. Puis je pense que dans des soirées militantes, où il y avait comme des prises de parole, justement, où on était invité à écrire des prises de parole, justement, à faire performer des textes. Bref, je me suis mis à écrire des textes qui étaient plus essayistiques, puis j'y ai trouvé comme de l'intérêt. Voilà. C'est là que ça a commencé. Ouais. Merci. Et donc là, un premier essai sur lequel on va revenir dans quelques instants, avec des thématiques qui vous sont chères et que vous ramenez au sein de cet essai qui s'appelle Filles corsaires. Et de votre côté, Véronique Marie, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment vous en êtes venue à choisir le véhicule de l'expression écrite pour manifester vos idées? Ça a commencé vraiment très tôt pour moi. J'ai souvenir d'apprendre à écrire en cursive, mais je ne savais pas écrire. On ne me l'avait pas montré, mais je le faisais. J'avais 3 ans, 4 ans. Puis j'ai écrit mon premier roman, j'avais 8 ans. Ça avait 2 pages. Ça n'a jamais été publié. Puis je ne sais même plus de quoi ça parlait. Puis ça a juste toujours fait partie de moi. Je ne sais pas comment le dire. Donc c'est ça le parcours. C'est juste l'écriture, c'est
c'est en moi. C'est en vous. Ouais. Et diriez-vous que le fait d'avoir expérimenté plusieurs types d'écriture, parce que, comme on le disait en introduction, vous avez quand même, vous êtes l'autrice d'une pièce de théâtre, vous avez aussi fait un roman jeunesse, et là, tout à coup, un roman, en fait, 2 romans, on va dire pour grandes personnes. Et diriez-vous que ça vous permet d'aller encore plus loin dans peut-être une certaine recherche d'une écriture très, très au féminin? Une écriture au féminin, je ne sais pas si je sais faire ça. Je sais juste écrire comme je suis. Puis je sais qu'on dit que mes romans sont féministes, mais c'est pas un choix, si tu veux. C'est plutôt... ça sort comme ça. Donc, c'est ce que vous avez à raconter qui sort tout simplement. Tout simplement, oui. Et de votre côté, Anna, comment ça s'est passé pour vous, cette éclosion vers le monde littéraire? J'ai toujours beaucoup lu. J'ai jamais su vraiment que j'allais écrire nécessairement, mais j'ai étudié en littérature à l'université, puis c'est dans un cours de poésie que ça s'est comme imposé à moi, je pense. Mais même à la base, même quand j'ai commencé à écrire des poèmes, c'était pas du tout c'était pas du tout en vue de faire une publication. C'est juste, ça a été vraiment un coup de foudre. Je me suis sentie comme amoureuse de la poésie. C'est juste vraiment sorti d'un coup. Puis à la fin d'une année complète, je me suis rendu compte que j'avais à peu près 70 poèmes. Donc je me suis dit pourquoi pas les publier. Mais à la base, c'était pas nécessairement une aspiration que j'avais d'écrire ou de publier. C'est intéressant ce que vous dites, la poésie qui s'est imposée à vous comme moteur finalement de création ou d'expression de ce que vous aviez à raconter. On va enchaîner tout de suite avec vous, si vous voulez bien. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre œuvre, en fait, donc de ce premier recueil de poésie qui s'intitule Vivarium. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelle a été votre démarche créative? Est-ce que c'était de l'écriture automatique ou comment ça s'est passé pour vous? Bien, j'ai l'impression que ça faisait peut-être des années que j'avais besoin de m'exprimer sur certains sujets qui m'obsédaient ou en tout cas qui m'habitaient beaucoup. Puis, dans mon métier de comédienne, je pense que j'avais une certaine façon de m'exprimer, mais c'était jamais avec mes mots à moi. J'essayais parfois d'écrire un peu, puis on dirait que j'avais comme pas trouvé mon outil. Puis j'avais jamais écrit de poésie, puis dès la première fois que j'ai écrit des poèmes, j'ai comme eu l'impression vraiment d'avoir trouvé mon outil. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est juste, j'étais au bon endroit au bon moment, puis j'avais comme quelque chose à dire, puis j'ai réussi à le dire grâce à cet outil-là. Ça aurait pu être quelque chose d'autre, j'ai l'impression, à un autre moment. Puis, mais ça a été la poésie. Donc, Vivarium est très important pour moi parce que c'est comme, j'ai l'impression que c'est toutes les dernières années de ma vie mis dans une seule œuvre, mais qui aurait pu être autre chose, en fait. Donc, plusieurs années on pourrait dire ça a mijoté pendant plusieurs années, mais le geste d'écriture, comment ça s'est passé pour vous? Ça a été rapide ou c'était Ça a été rapide, mais j'ai pris un atelier de poésie à l'université, puis j'ai été comme obligée d'écrire quelques poèmes. Puis je me suis rendu compte que j'avais même pas besoin d'être obligée. J'ai comme commencé à écrire, puis assez vite, j'en ai fait une habitude, puis mais comme je dis, ça s'imposait vraiment à moi. Je me suis jamais comme assise en me disant bon là j'écris un recueil de poèmes. Donc chaque poème qu'il y a dans mon livre, j'ai l'impression que c'est vraiment un poème que j'ai été comme obligée d'écrire, qui est juste sorti. Puis je sais pas si je vais être capable de réécrire maintenant dans ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir tout sorti, mais ouais. C'est super, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Camille, pour vous poser exactement la même question, en fait. Comment en êtes-vous venu à cogiter, à maturer cet essai-là qui s'intitule Fille corsaire? Ben, c'est pas un essai qui a été écrit d'un bout à l'autre, dans le sens que c'est un recueil de textes. C'est pas un essai avec un... C'est pour ça que le sous-titre, c'est écrit sur l'amour, les luttes sociales...
les luttes sociales et le karaoké, oui, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu éparse. Puis, il y a d'autres thématiques qui ne sont pas ces 3 thématiques-là aussi. Mais c'est un recueil de chroniques, en fait, à la base. La Fille corsaire, c'est le nom d'une chronique que j'ai tenue pendant 3 ans dans la revue Liberté. Puis, c'était une commande. En fait, on m'a demandé de tenir une chronique qui devait avoir une perspective féministe. C'était la commande que j'avais. Donc, voilà, c'est un peu dans le... Puis, c'est un rythme que j'ai aimé, finalement. En fait, une pratique d'écriture que j'ai aimé, écrire de la chronique, parce qu'on des fois, on essaie d'écrire des choses qui sont achevées, qui sont finies. Puis je pense pas que c'est comme ça que la pensée se construit. Je pense que l'idée d'une chronique, c'est qu'à un certain point, il faut l'envoyer. On le commence toujours plus tard que ce qu'on aurait voulu. Puis on se dit, c'est à remettre dans 10 jours. Je dois 10 jours. Puis en plus, Liberté, c'est une revue culturelle où les délais sont vraiment sont longs. Là. C'est pas une quotidienne ou un hebdomadaire, loin de là. Puis c'est ça, fait qu'au final, une chronique, ça devient une photo de ta pensée en construction à un moment. Puis c'est à partir de ces différentes photos-là, justement, qu'on a eu l'idée avec Remue-Ménage de les mettre bout à bout, de les retravailler, de comme explorer certaines pistes que j'avais ouvertes, certaines portes que j'avais ouvertes justement en écrivant les chroniques qui n'avaient pas été investiguées, puis de faire quelque chose qui est encore une fois pas fini, mais qui est, mettons, une photographie plus complète d'un parcours réflexif féministe que j'ai mené pendant, je dirais, puis là je dis les chroniques, mais il y a d'autres textes d'ailleurs qui ont été, fait que c'est peut-être 5 ans, en fait il y a peut-être 5 ans, une période de 5 ans qui sépare l'écriture du premier texte du plus récent. Donc voilà. Et vous avez réécrit quand même pour actualiser à l'aune de vos expériences depuis la parution initiale dans la revue Liberté. Est-ce que c'est ça? Oui, ça n'a pas été pour réactualiser, tant parce que la revue, ça impose un format qui est très, très strict. C'est 1800 mots, un texte, la longueur que j'avais donc pour écrire des chroniques. Fait que des fois, c'est sûr qu'on ouvre des portes. Justement, on mentionne on mentionne comme des idées qui ne sont pas développées parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire. Puis là, justement, le fait de pouvoir publier sous forme de livre, ça me permettait de pouvoir comme, rajouter quelques paragraphes ici et là, ou couper, ou se dire, finalement, des fois, on écrit un texte sur un sujet, puis là, après ça, on poursuit cette réflexion-là dans un autre, mais ça peut se fusionner puis faire un texte, mais c'était pas tant pour réactualiser. Finalement, je relisais ces textes-là, puis ça nous apparaissait à mon éditrice et moi, encore assez pertinent et actuel. Ouais, voilà. Donc, il n'y a rien, mettons, que vous disiez, après 4 ans, avec un certain recul, finalement, j'aurais pas dit ça comme ça? Ou, en fait, non. On se rendait... En fait, je réalisais a posteriori le chemin qui était parcouru puis qui ne s'affirmait pas. Finalement, je me rendais compte qu'une thématique qui était importante dans mon écriture, c'était la critique du couple hétérosexuel. Donc, voilà. Puis je ne l'aurais pas dit quand j'ai commencé à écrire la chronique, mais finalement, j'ai écrit sur l'amitié, j'ai écrit sur la solitude, j'ai écrit sur la dépression. Puis finalement, à travers ça, c'est cette thématique-là. Mais c'est juste que je ne le réalisais pas sur le coup. Finalement, c'est une critique qui est peut-être pas si hip, en fait, au final, à faire. Fait que, je me suis jamais dit, je me suis jamais donné comme mission d'écrire là-dessus, mais ça s'est affirmé par des thématiques connexes, justement. Puis ça, j'ai pris la mesure de ça, puis c'est ça, voilà. Je pense que c'est le fait de rassembler les textes qui permet d'éclairer, justement, des parallèles, puis des lignes conductrices dont j'étais peut-être pas consciente quand j'écrivais. Ouais. On aura l'occasion tout à l'heure, justement, d'aborder certains des thèmes de prédilection qu'il y a dans votre travail. Je me tourne maintenant vers Véronique Marie. Pouvez-vous nous parler un petit peu du personnage que vous avez créé de Marjorie Chalifou? Qui est-elle, ses aspirations? Comment ça vous est venu, ce personnage-là? Ça doit être à peu près comme le roman que j'ai écrit à 8 ans de 2 pages. On le sait pas vraiment. Je pense qu'il y a énormément d'auteurs qui le disent. Tu l'as peut-être dit un petit peu aussi tout à l'heure, c'est qu'on le sait pas, à vrai dire. La source de tout ça, de tant de mots, de tant d'histoires, de tant d'événements, ça reste mystérieux. Puis Marjorie, je sais pas, je l'ai pondue, un peu comme une poule peut-être, je sais pas, elle est arrivée. Puis c'est une petite bonne femme de 19 ans, en 1950, donc toi, tu es historienne, avoir su, tu sais, je t'aurais appelé parce que c'est tellement difficile comme choix d'avoir choisi 1950. Il y a tellement de choses qui ne sont pas comme aujourd'hui que ça m'a vraiment mis énormément de bâtons dans les roues pour chaque petit détail. On ne savait pas, enfin, je ne savais pas si ça existait à cette époque-là. Bref, la question, c'est Marjorie. Elle a 19 ans, elle est enceinte, son amoureux est mort, son père est médium, il parle aux morts, et son père, dans Marjorie 1, lui dit, tu as une semaine pour te trouver un gars assez cave pour t'épouser. Ou alors, tu sais, adieu, au revoir, tu feras ta vie. Donc ça, c'est Marjorie 1. Et dans Marjorie 2, c'est l'histoire de Marjorie qui est à Montréal,
je fais attention parce que je ne veux pas trop dévoiler de Marjorie 1 pour les gens qui ne l'auraient pas lu. Donc, en tout cas, elle arrive à Montréal et puis elle vit toutes sortes de péripéties. Elle a un caractère particulier, Marjorie. C'est qu'elle est... elle a peur de rien. Elle est remarquablement courageuse. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis parlant de poule, je suis une poule mouillée, ça, c'est sûr. Mais Marjorie, non, tu la mets dans n'importe quelle situation, puis elle va s'en sortir, même quand ça va vraiment mal. Puis elle n'aime pas se faire... elle n'aime pas se faire brasser. Fait qu'elle a des bonnes bottes, elle a tout le temps des bons souliers. Puis si un gars, admettons, fait pas les affaires comme elle veut, elle lui fourre un coup de pied pour avoir ce qu'elle veut. Et là, il n'y a pas d'enfant, donc je parle de sexualité. Mm-hmm. Donc, c'est ça peut-être une des clés de ce personnage, c'est sa sexualité, c'est elle qui mène. Pourtant, en 1950, j'imagine que c'était plutôt les femmes qui se faisaient mener, mais pas elle, en tout cas. Et justement, ça m'amène sur la piste de ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, en français l'empouvoirment. Donc, ce fait de s'approprier finalement son destin, de s'approprier les décisions qui vont conduire sa vie. Diriez-vous, Véronique Marie, que le personnage de Marjorie est un petit peu une démonstration d'une certaine aspiration de la femme promise pour être femme au foyer dans les années 50? Elle détonne complètement. Oui. Ça ne peut pas être une femme au foyer, jamais de la vie. Puis, c'était quoi la question? Dans quelle mesure ce personnage-là matérialise un certain empouvoirment des femmes, justement au milieu du 20e siècle? Donc, Marjorie, qui est un peu un contre-exemple de ce qu'on voit, parce que quand on a un peu cette idée-là des années 50, Madame au foyer qui attend son mari avec le petit verre de martini et les pantoufles. Et là, on est complètement ailleurs. C'est une femme qui prend son, oui, c'est ça, c'est le contraire. Son destin à bras-le-corps. C'est absolument le contraire de la femme au foyer qui attend son homme avec les petites pantoufles. Puis c'est pas ça du tout. Ça peut pas être ça. Elle a vraiment pas peur de dire les vraies affaires. Puis elle a la langue bien pendue. Et elle a peut-être le don aussi de parler aux morts, peut-être pas, on ne le sait pas, ce qui lui donne une espèce de sagesse. Parce que je dois dire que dans Marjorie Chalifou 1, s'est expliqué qu'elle a passé son enfance à écouter les morts s'exprimer dans la cuisine de son père, qui était médium. C'était comme ça qu'il gagnait sa vie. Donc, elle, c'est ça son apprentissage. C'est l'apprentissage des morts. D'ailleurs, à un moment donné, elle dit qu'est-ce que les morts peuvent ne pas avoir? Qu'est-ce que les vivants ont que les morts pourraient pas avoir? Alors, quand on lui disait, t'as pas d'éducation, t'as rien, toi, oui, mais attends, j'ai toutes les morts là, qui m'ont parlé depuis que je suis toute petite. Donc, une sorte de sagesse ou d'autodétermination qui est quand même... qui a dû être assez libératrice en tant qu'autrice. Comment vous avez vécu ce processus-là? J'ai du fun. Oui. Je l'aime. Oui. Ça doit être la raison pour laquelle il y a un deuxième tome. Le troisième, elle va aller à Paris. Je ne sais pas comment ça va se passer pour elle. Ça va être probablement très, très difficile. Mais je l'aime. Je l'aime. C'est comme Fifi Brin d'Acier. Oui. elle a 19 ans, par contre. Fait que ça serait ça, un peu plus vieux, puis beaucoup plus sexuel. Mm-hmm. Oui. C'est fascinant de voir à quel point un personnage comme ça peut servir de prétexte à exprimer, disons, une écriture. Vous disiez tout à l'heure, pas nécessairement une écriture féministe, mais qu'il devient par la force des choses, parce que ce personnage-là, de toute évidence, a je reprends l'expression, mais une autodétermination assez fascinante. Je pense bizarrement que ça lui vient de son père. Parce que son père, qui est un gars plutôt violent, morose, qui ne la voulait pas, parce qu'en naissant, Marjorie, elle a tué la femme du père. Donc, il déteste sa fille. Mais c'est aussi un homme qui déteste l'humanité, les hommes autant que les femmes. Donc, c'est la parité pour lui. Et je pense que par osmose, elle a eu ça, Marjorie. Un gars, une fille, c'est pareil. Ça vaut autant. Est-ce que c'était ça la question? J'ai encore perdu la question. Oui, tout à fait. C'est intéressant, vous parlez de cette... on peut dire, il y a une atmosphère quand même qui est sous-tendue là-dedans de violence. C'est une violence qu'on retrouve aussi dans votre travail, Anna. Dans votre recueil de poésie, on sent tout au long de Vivarium une vague de fond, finalement. J'oserais même dire une rage. Est-ce que je me trompe? Les premières personnes à m'avoir lu, j'ai comme demandé des retours, puis tout le monde me dit... c'est violent. Puis je le voyais pas. Honnêtement, j'ai pas fait exprès que ce soit violent.
Je pense que puisque c'est ma violence à moi, elle me fait moins mal ou elle me... Je pense que c'est comme si je vivais avec cette rage-là, peut-être, donc je la reçois pas. Donc j'ai de la difficulté à la regarder, à la voir vraiment. Moi, j'ai l'impression d'avoir écrit quelque chose qui est très doux et réconfortant. Mais donc, pour vrai, je trouve ça intriguant que les gens l'aient reçu comme un contenu violent et avec une rage, mais je peux le voir. J'ai probablement une rage, puis j'ai écrit tellement rapidement que je peux voir un petit peu de... C'est possible qu'on écrit aussi rapidement que les émotions soient comme plus crues. Si je peux... Oui, allez-y. Moi, j'ai rien vu de violent là-dedans. Non, Fait que, bon. peut-être que... Je sais pas, peut-être que des fois, on est immunisé contre une certaine violence, mais j'ai trouvé ça comme tu dis. Puis il y a plein de Peut-être parce bibites que tu aussi l'avais dans en tes... toi aussi, cette violence-là, donc t'étais comme... c'est comme un vaccin. Mais qui a pas de violence? Je veux dire, la violence existe en tout le monde. Il y a pas... C'est vrai, mais il y a peut-être plusieurs types de violences différents. Ouais. Je sais pas. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir tellement cohabité avec les thèmes de mon livre. Tu sais, c'est vraiment ma vie. Donc, moi, je la vois pas, cette violence-là, mais je trouve ça très, très intéressant que les gens la voient. Tant mieux. En même temps, il y a une douceur, effectivement, dans le travail. On sent... Bon, il y a la figure de style de la fourrure qui revient souvent, le chat, le fait de se blottir. Et en même temps, on va avoir des trucs comme les insectes. Je vais mettre des scorpions dans tes yeux. Tu vas te faire mal sur moi. Donc, c'est intéressant, cette dualité-là. Est-ce que vous diriez, Anna, que cette prise de parole-là a quelque chose de libérateur pour peut-être, au-delà de votre expérience personnelle, on pourrait dire plus largement au niveau d'un écrit féministe où on viendrait dire, bon, je porte en moi cette douceur, mais aussi cet aspect-là un peu plus rugueux, un peu plus attention. Je ne sais pas si je peux dire que c'est libérateur. Je ne sais pas si je peux me prononcer là-dessus, mais j'ai vraiment essayé d'écrire... j'ai un peu l'impression d'avoir voulu prendre mes petites sœurs dans mes bras, d'avoir voulu prendre toutes les filles dans mes bras, puis de créer une espèce d'armée, de filles. Donc oui, il y a quelque chose de libérateur pour moi, en tout cas. Je pense que c'est comme, quand j'étais jeune, moi aussi, j'écrivais des petits romans, puis j'écrivais toujours une histoire que j'avais envie de vivre. J'avais envie de... Si je rêvais à quelque chose, donc j'allais l'écrire parce que j'avais envie de le consommer moi-même. J'avais envie moi-même de connaître cette histoire-là. Donc, je pense que j'ai voulu, oui, écrire quelque chose de peut-être libérateur. C'était pas une démarche qui était absolument connue. Mais oui, il y a quelque chose de libérateur parce que je pense qu'il y a vraiment une idée de sororité dans tout le recueil. J'ai voulu parler, je pense, aux filles. J'ai voulu créer une espèce de forum de discussion. Effectivement, le thème de la sororité qui est très, très fort à plusieurs reprises. Oui, mes sœurs, mes filles, nous serons toutes ensemble. Qu'est-ce que c'est la sororité pour vous, Anna? Je pense que c'est de se reconnaître dans l'autre, de se rendre compte qu'on est... Puis ça se prête bien à la poésie parce que tu peux mettre toute une armée de filles dans un seul mot. Donc oui, pour moi, la sororité, c'est toutes les personnes s'identifiant comme des filles, puis c'est toutes les filles et les femmes, je pense, qui ont ressenti parfois le fait d'être femme comme quelque chose qui était difficile ou... ouais, c'est comme juste une façon de se réapproprier, je pense, son identité de genre. C'est intéressant parce que dans vos œuvres, il y a cette idée de mouvement. On prend un personnage, Marjorie, qui a 19 ans, puis on la suit pendant quelques années. On prend le personnage, la narratrice principale de Vivarium, on la suit également. On part d'une naissance et on arrive à quelque chose de plus doux. L'idée de mouvement, Camille, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que je sais que dans votre travail, il y a cette notion de... Bien, je l'admets, pour moi, qui était quand même assez récente, assez nouvelle, de cycloféminisme. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le cycloféminisme et où est-ce que ça nous amène, ce terme qui est très mouvementé en soi? Oui, bien, en fait, le cycloféminisme, c'est pas
c'est pas tant un courant féministe ou un type de pensée féministe, mais plus un ensemble de pratiques, en fait. Il y a un des essais, des courts essais dans mon livre qui est consacré au cycloféminisme puis à ce que ça représente. Puis, en fait, c'est une série dans les... En fait, probablement que ça fait plus longtemps que ce qu'on pense, mais mettons dans les 10, 15 dernières années, il y a de plus en plus de publications puis d'initiatives militantes. C'est vraiment quelque chose qui est né dans le militantisme et non dans la pensée, là, le cycloféminisme. Donc, c'était à la base, dans les milieux de... Le militantisme cycliste, ça existe depuis longtemps, là, depuis les années 70-80, qu'il y a un militantisme pour les droits des cyclistes, surtout pour les droits des cyclistes en ville. Puis, dans ce mouvement-là, les femmes ont... C'était un mouvement qui est souvent très... Les bike shops, c'est souvent très masculin. C'est comme... puis les ateliers de réparation de vélos, c'est souvent très, très gars. Fait qu'il y a des femmes qui ont décidé de commencer à faire des ateliers non mixtes. On se rendait compte que les cyclistes en ville, de moins en moins, mais à la base, c'était surtout des hommes qui ont pris... Aujourd'hui, c'est comme autour de moi, j'ai l'impression que la majorité des gens se déplacent presque à vélo au quotidien à Montréal, mais à la base, c'est les gens qui ont fait ce statement-là, c'est souvent plus des hommes. Fait que là, il y avait des femmes qui essaient d'encourager d'autres femmes à faire le même choix. Il y a plein de raisons aussi qui expliquent, il y a de plus en plus d'études qui expliquent pourquoi est-ce que les femmes en général se déplacent moins en vélo. Il y a plein de raisons, entre autres... parce qu'en général, les femmes sont socialisées davantage à la peur, c'est quelque chose, versus la témérité, c'est quelque chose dans lesquels souvent les femmes dans leur éducation genrée vont être plus confortées dans le fait d'avoir peur, d'être prudentes. C'est prouvé aussi qu'il y a plus de femmes qui ont des accidents de voiture, qui se font frapper quand ils sont en vélo parce que les hommes vont se mettre comme au milieu de la rue entre deux voies de voiture, alors que les femmes vont faire attention, vont essayer de respecter, vont rester sur le bord de la chaussée, puis finalement vont être moins visibles. Fait que, on va se ramasser une portière. Oui, voilà. Puis il y a plein de... Moi, ça me fascine. Il y a plein de belles initiatives. Ici à Montréal, ça fait longtemps qu'elles n'ont rien publié, mais il y a un collectif cycloféministe qui s'appelle Les Dérailleuses, qui ont publié des super zines où ils rassemblaient des témoignages de femmes qui font du vélo, soit du cyclotourisme ou du vélo au quotidien à Montréal. Ils s'intéressent aussi à l'histoire des premières femmes cyclistes, donc des femmes qui ont traversé comme l'Amérique du Nord à vélo au début du siècle. Donc voilà, il y a plein de... C'est ça, il n'y a pas de fil conducteur ou de ligne directrice à ce qu'on appellerait le cycloféminisme, mais c'est plus un ensemble d'initiatives qui sont de plus en plus visibles. Voilà, dans l'espace public, ouais. C'est un thème qu'on retrouve dans quelques-uns des textes qui composent Filles corsaires. Oui. Vous êtes vous-même une cycloféministe. Est-ce que vous vous promenez beaucoup en dehors de Montréal aussi? C'est ce qu'on comprend dans les textes. Oui, ça a été... je me déplace à vélo au quotidien à Montréal. Puis je pense que d'une certaine façon, c'est un... Je veux pas comment faire un gros truc comme je me déplace à vélo comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est un truc, ça donne de l'agentivité, justement, de se déplacer à vélo, puis de faire ce choix-là, plutôt que d'être dans le métro, d'être comme... de subir ce moment-là. Les militants cyclistes vont dire que c'est du temps qu'on se réapproprie, et que finalement vont dire que dans la semaine de 40 heures qui nous est volée par l'organisation du travail, il y a en plus nos temps de déplacement, puis que le fait de le faire à vélo, au moins on se réapproprie ce moment-là. Fait que bref, je me dis pas ça chaque jour quand je me déplace à vélo, ça devient juste une habitude, mais je me déplace à vélo, puis je voyage aussi à vélo dans la vie, c'est ça. Puis entre autres, j'ai voyagé seule à vélo aussi, ouais, voilà. Et dans les autres thèmes qui composent votre essai, Camille Toffoli, il y a le karaoké, qui est d'ailleurs dans le sous-titre de votre livre. Pouvez-vous nous expliquer justement en quoi le karaoké peut être une prise de parole pertinente, plutôt une occasion de s'imposer sur une sphère au niveau sonore, peut-être? Oui, mais je ne le voyais pas nécessairement comme étant un espace où on prend la parole, où on se rend visible, plus que... le karaoké, on l'a mis dans le titre parce que, je dis on parce que j'en ai discuté avec mon éditrice, on a décidé de le mettre parce que ça donne un petit côté pop et intriguant. Mais le texte que j'écris sur le karaoké n'est pas directement sur le karaoké. Au final, j'utilise le karaoké pour parler des effets de la gentrification sur les manières de se rassembler puis d'être ensemble dans la ville, justement. Puis je me suis beaucoup intéressée à la fonction sociale que ces bars-là de karaoké, qui sont souvent des bars... comme pas juste à Montréal, en région aussi, mais des bars où comme il y a un peu autant des jeunes étudiantes, autant comme des vieux habitués. C'est rarement des bars très... il y en a des karaokés qui sont hip, là, mais ceux qui m'intéressent, c'est comme la Taverne Normandie à Montréal, qui est comme une institution dans le village où finalement il y a un rassemblement éclectique de gens qui sont là, puis il n'y a pas vraiment... c'est que la notion d'échec puis de réussite dans ces lieux-là n'existe pas vraiment. Tu peux
c'est pas si cool à être très bon au karaoké. Je veux dire, même si je suis bonne au karaoké, quand je vais sortir du karaoké, c'est pas un succès qui va me suivre puis qui va comme être garant de réussite sociale. Là. Puis à l'inverse, échouer, c'est pas vraiment grave non plus. Il y a personne qui a vécu de... Ben, peut-être qu'il y en a, je veux pas dire personne. Mais je veux dire, c'est rarement comme... Il n'y a aucune répercussion à être mauvais au karaoké. Là. C'est 2 minutes qui sont malaisantes, puis personne n'en fait un cas. Puis il y a une espèce d'entente tacite où, comme, justement, la notion de réussite sociale, perd de sa force, alors qu'elle existe dans toutes les autres sphères de notre vie. Mais au karaoké, il y a ça qui n'existe pas. Une autorisation de non-performance. Qui est important à préserver dans ces espaces-là. Puis je pense que de moins en moins, ces espaces-là existent dans une ville qui est gentrifiée. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans l'essai. Puis c'est ce que je pense. Oui, voilà. Et sur la question de l'essor féministe en ce moment, on pourrait parler en fait d'un renouveau féministe parce qu'on le sait, il y a eu une énorme vague dans les années 70, 80, un certain essoufflement peut-être ensuite. Et là, depuis peut-être une quinzaine d'années, on sent je dirais un souffle nouveau sur les études féministes, sur la façon aussi de se définir comme féministe, comme écrivaine, comme autrice, comme femme qui prend la parole, comme militante. Comment vous envisagez peut-être la situation actuelle et qu'est-ce que vous entrevoyez aussi pour ce féminisme au Québec? Je pense que l'essor, le renouveau, je le situerais à peu près autour de 2012, justement. Je pense que c'est un moment charnière où il y a des nouvelles générations. Puis c'était comme des générations de militantes qui ont eu le temps et l'espace pour réfléchir aussi à différentes questions à l'extérieur. C'était comme une bulle réflexive où il y a comme plein de solidarités aussi qui ont émergé. Puis aussi où les gens ont eu l'occasion de prendre conscience de plein de types d'oppressions qui étaient des oppressions ordinaires. Fait que ça a été comme un catalyseur de sens critique comme période. Ça a été vraiment une période charnière. Fait que je le situerais là. Puis par rapport, je pense que c'est un féministe. Quand je regarde aujourd'hui les gens avec qui je milite, puis aussi les gens qui passent la porte, la librairie Le Guélion où je travaille, même des militantes plus jeunes que moi, c'est un féministe qui est beaucoup plus intersectionnel ou qui englobe, qui prend conscience de plusieurs autres types de pression puis de plusieurs autres luttes sociales aussi, qui sont pas que... on parle plus juste de sexisme, là aussi. Les gens qui se disent féministes aujourd'hui, ont conscience que être féministe, ça doit aussi impliquer d'être antiraciste, d'avoir une réflexion anticoloniale, de réfléchir au capacitisme. Donc voilà, la liste est longue de tous les angles morts, en fait, du féminisme des générations passées. Puis c'était pas pour blâmer le féminisme des générations passées, c'est juste parce qu'en ce moment, voilà, c'est là qu'on est. Ouais. Donc, se dire féministe, c'est plus complexe que de dire, moi, je suis contre le sexisme aujourd'hui. Puis je pense que ça crée des mouvements qui sont plus forts, plus réellement forts, des solidarités qui sont plus fortes que ça a pu l'être par le passé. Ouais. Voilà. Bien chevillé dans différents mouvements de revendication. Oui, je pense qu'il y a un réel aussi souci du bien-être individuel, ce qui était peut-être moins le cas dans les mouvements sociaux des générations passées, comme justement on réfléchit à la question, c'est quoi un espace réellement sécuritaire, un espace confortable où comme le bien-être de chaque personne est tenu en compte. On lutte pas dans les gens se rassemblent moins pour militer dans une perspective performative de on va faire ça, on va écrire telle chose, on va organiser tel événement, mais il faut que les gens se sentent bien, se sentent respectés, que leur intégrité est tenue en compte. Puis ça, c'est important, je pense, quand on vient le temps de créer des solidarités politiques. Puis je vois qu'il y a vraiment un changement qui s'est fait dans les dernières années. Ouais. Donc, peut-être une forme de féminisme un peu plus intériorisée d'une certaine façon aussi, moins mouvement de groupe ou moins mouvement de pression. C'est plutôt quelque chose qui va s'intéresser au bien-être de chaque personne. C'est ce que je comprends de votre analyse. Oui, les gens sont plus sensibles dans les mouvements en général. Aux questions de santé mentale, aux questions de capacitisme, justement. Fait que quand on vient le temps de se rassembler, on prend pas pour acquis que tout le monde part sur le même pied d'égalité, que tout le monde a la même disponibilité. Puis ça peut donner l'impression qu'on est moins dans, comment dire... des fois, les gens vont critiquer les groupes militants aujourd'hui en disant « mais il n'y a pas la même envergure qu'avant, c'est des groupuscules, puis Quand on le voit de l'autre sens, justement, on comprend que c'est aussi parce que les gens sont moins... justement, ça implique de sortir de la logique de la performance aussi, là, de tenir
de prendre en compte toutes ces sensibilités-là, mais ça fait aussi que, justement, les solidarités qu'on crée, puis les communautés qu'on crée, bien, ça repose sur des liens qui sont plus humainement ancrés, oui, je pourrais dire ça. Ouais. Voilà. Merci. Et de votre côté, Anna, est-ce que vous vous considérez comme, d'une certaine façon, militante aussi à travers votre travail? Je pense que oui. Je pense que le simple fait d'écrire ou de prendre parole par rapport à ma réalité, de raconter mon histoire en soi, je pense que c'est une façon de militer. C'est comme de façon assez tranquille, je dirais. Ça reste des mots sur du papier, mais oui, je pense que juste le fait de donner une voix à la petite fille que j'ai été, ça en soi, j'imagine que c'est militant parce que c'est pas comme la voix nécessairement la plus représentée. Mais c'est pas... je le fais juste parce que ça vient comme... J'ai besoin de parler. Donc peut-être qu'en soi, c'est un trait de personnalité militant, mais ça n'a jamais été l'intention à la base. Donc tant mieux si c'est ça que ça donne comme résultat. Et justement, quand on examine un petit peu les différents comptes rendus autour de Vivarium, plusieurs personnes le qualifient d'ouvrage féministe. Mm-hmm. Est-ce que c'est, en l'écrivant, vous aviez déjà ça en tête ou ça a tout simplement sorti comme ça et c'est un peu le fruit du hasard? Comment ça s'est passé? Non, c'est ça, c'est vraiment le fruit du hasard. D'un côté, je suis très fière que ce soit considéré comme un recueil féministe. D'un autre, je pense que c'est comme on dirait que peut-être que ça le fait tomber dans une genre de poche de comme, ah voilà, ça c'est un écrit féministe, alors que pour moi, c'est pas que ça. Mais tant mieux si c'est féministe, parce que je me considère féministe et tout, mais je pense que c'est pas qu'un ouvrage féministe. Ouais. Et comment vous voyez l'essor actuel, justement, de toute une littérature qui donne peut-être davantage la plume aux femmes, aux jeunes filles? Comment vous entrevoyez l'avenir par rapport à une littérature d'un genre un peu plus féministe? Bien, je pense que justement, c'est ça. En ce moment, j'ai écrit un recueil de poèmes avec une certaine colère, j'imagine, puis on le classe comme un ouvrage féministe, puis j'ai l'impression que peut-être que ce qui s'en vient dans les prochaines années, ça va être de plutôt... j'ai l'impression que peut-être qu'on va être capable de diversifier les thèmes à l'intérieur du féminisme plutôt que de juste englober l'expérience d'être une femme comme étant nécessairement juste féministe. Tu sais, je pense qu'il y a énormément de sous-thèmes au féminisme dans le recueil. Donc, je pense que c'est ça que j'espère pour la littérature dite féministe dans les prochaines années. Ouais. Mais je pense que ça regarde bien parce que juste le fait que j'ai senti que j'étais capable d'écrire un recueil de poèmes puis de le publier en soi, ben c'est bien pour le féminisme. Effectivement, la prise de parole est déjà efficace. Oui. Et de votre côté, Véronique Marie, je vais vous poser une colle. Suffit-il qu'une femme écrive quelque chose pour que ça soit automatiquement féministe, selon vous? Non. Non, c'est sûr. C'est sûr que non, parce que les femmes, autant que les hommes, peuvent écrire n'importe quoi. Donc, n'importe quoi dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. Mm-hmm. Je réponds. Je reste sur les angles qu'on n'avait pas vus du féminisme. Comment tu as dit ça? Les angles... Les angles morts. Angle mort? Les angles Les morts. angles morts du féminisme. Excuse, ça m'a frappé, ça. J'ai pas l'habitude d'entendre parler de féminisme de cette façon-là. Puis il y a tellement une profondeur de réflexion, il y a tellement d'idées, il y a tellement que je suis comme prise dans la lumière, puis je me dis, wow, j'avais jamais pensé à ça. À chaque fois que tu disais quelque chose, je me disais, ah oui, fait que, merci. Merci. J'ai perdu la question encore. En fait, pensez-vous que la prise de parole, bon, en ce moment, vous le faites avec le personnage de Marjorie Chalifou. Oui. Bon, là, on a bien hâte de savoir si ça va aller à Paris, justement. Oui. Pensez-vous que ce féminisme-là pourrait s'exprimer encore plus
clairement dans ses futures aventures à mesure qu'elle progresse en âge aussi? Ou comment voyez-vous ça? C'est une bonne question parce que là, elle a 19 ans. C'est facile d'une certaine façon parce que tu as le côté rebelle. Donc, elle a juste à s'opposer à ce qui lui arrive, aux gens qu'elle trouve caves, puis ça vient naturellement. Mais là où elle commence à devenir femme, tu peux plus avoir la même façon, tu peux plus être frondeuse comme pas de la même manière. Il y a des changements qui viennent avec l'âge. Donc, ça me pose quelques petites complications. Donc, j'ai pas de réponse. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. C'est le temps qu'on avait aujourd'hui pour discuter de cette thématique vraiment intéressante. Alors, il me reste à vous remercier toutes les trois, Camille, Anna, Véronique, Marie. Je vous rappelle que ce sont trois autrices qui viennent de publier respectivement un essai qui s'appelle Filles corsaires, qui est aux éditions du Remue-Ménage. Donc, vous serez en séance de signature, si je me souviens bien. Demain à 15h, puis dimanche 15h aussi. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. De votre côté, Véronique Marie, votre livre Marjorie Chalifou et Marjorie à Montréal, ça c'est aux éditions Prise de parole de Sudbury, en Ontario. Oui. Et donc vous êtes aussi en séance de signature, je crois ce soir, en fait tout de suite. Stéphane va me le dire parce que Maintenant. Parfait. Oui. Merci beaucoup. Et de votre côté, Anna, également autrice donc d'un recueil de poésie qui s'appelle Vivarium, aux éditions Du Passage. Donc, également en séance de signature. Maintenant. Parfait. Alors, merci à tous. Merci de votre attention. Merci à la maison. Mon nom est Catherine Ferland. J'ai eu le plaisir d'animer cette belle table ronde en direct du Salon du Livre de Montréal. Bon salon tout le monde. Merci.